Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. L'actualité marquée par le début ce mercredi des examens de fin de cycle primaire. Lancement officiel des examens à partir de la ville d'El Nia par la ministre de l'Éducation nationale. Pour cette session, près de 800 000 élèves concourent. On revient ce matin sur la journée internationale de la biodiversité célébrée hier. On s'intéresse à un phénomène qui influence la biodiversité, les incendies de forêt qui ont considérablement modifié le cycle de vie des végétaux dans la forêt de Moulay Slissen de Sidi Bel Abbès. En fin de journal, vous aurez droit à une page d'histoire de notre civilisation. Vous y découvrirez la muraille de Caracalla de Tébessa ou encore Ksararies à Alger. Bienvenue à tous. Début ce matin donc des examens de fin de cycle primaire. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghbrit, a procédé ce matin au lancement officiel des examens à partir de la ville d'El Nia dans la wilaya de Gardaya. Elle a procédé à l'ouverture des plis de sujets d'examen de la langue arabe. Nouria Benghbrit procédera à l'ouverture des plis de sujets d'examen de la séance de l'après-midi au niveau de l'école primaire Imam Ali à Hassim Saoud, wilaya de Ouargla. Certaines structures éducatives seront inspectées par la ministre en compagnie d'une délégation des deux commissions de l'éducation aux deux chambres du Parlement et des représentants des partenaires sociaux. Pour cette session, près de 800 000 élèves concours selon le planning des examens. Cette matinée, ils ont passé les épreuves de langue arabe et de mathématiques. Karim Haïfa. Pour cet important examen sanctionnant 5 années pédagogiques, le nombre de candidats est de plus de 797 000 élèves pour l'examen de fin de cycle primaire, soit une augmentation de près de 5% par rapport à l'année dernière. Selon le planning de l'examen, les élèves concernés par cette session ont passé les épreuves de langue arabe et de mathématiques dans la matinée et plancheront sur celles de la langue française dans l'après-midi. Des élèves qui passent cette année leur examen au sein de leurs établissements respectifs pour leur éviter les déplacements et préserver leur quiétude et bien-être. Le recours à une session de rattrapage n'est pas envisageable selon le ministère de tutelle, alors que les moyennes des examens trimestriels seront cette année prises en compte pour les élèves qui n'obtiendront pas la moyenne de 5 sur 10. Pour sécuriser l'examen, 31 000 agents de police ont été mobilisés par la DGSN, alors que la gendarmerie nationale a mis en place un plan opérationnel spécial consistant notamment à garantir la protection et l'escorte des sujets d'examen transportés par avion au profit des centres d'examen qui se trouvent dans les régions du Sud et le Grand Sud, la sécurisation et le transport des feuilles de réponse à partir des centres des examens en direction de l'éducation et des directions de l'éducation au centre de correction. Concernant les résultats des examens, ils seront annoncés le 6 juin prochain et seront également affichés dans les écoles et disponibles sur Internet. Bon courage à tous les élèves. Le vice-président de la République de Cuba et ministre de la Santé, Roberto Morales Ojeda, entame à partir d'aujourd'hui une visite officielle de 5 jours en Algérie. C'est ce qu'indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Durant son séjour en Algérie, Morales Ojeda aura des entretiens avec des responsables algériens et visitera plusieurs infrastructures relevant du secteur de la santé. Dans l'actualité parlementaire, poursuite des débats aujourd'hui à l'Assemblée nationale populaire, poursuite des débats sur le projet de règlement intérieur de l'Assemblée et la révision du règlement intérieur de l'APN vise à l'adoption aux nouvelles exigences constitutionnelles de façon à renforcer l'action institutionnelle de l'État et l'équilibre au sein des institutions constitutionnelles. La journée internationale de la diversité biologique, c'était hier. La ministre de l'Environnement, Fatma Zahra Zarouati, qui a présidé une cérémonie à l'occasion à Annaba, a rappelé la stratégie de l'Algérie dans ce secteur qui vise la préservation des ressources naturelles et la valorisation de la biodiversité pour une économie verte. Hassiba Abdallah. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zahra Zarouati, était hier à Annaba où elle a célébré la Journée internationale de la biodiversité. Une cause pour laquelle l'Algérie avait signé une convention aux côtés de plus de 190 autres pays. La convention est entrée en vigueur en 1993 et appelle à l'adoption d'une stratégie et d'un plan d'action national pour la biodiversité. ترغب الجزائر بهذه الاستراتيجية في رفع مسؤوليتها
L'Algérie veut, avec cette stratégie, prendre plus de responsabilités pour réaliser les objectifs de la Convention sur la biodiversité. Ainsi, cette stratégie a permis de départager les responsabilités en ce qui concerne les défis de la biodiversité et la promotion pour un développement économique et social durable, mais aussi pour s'adapter au changement climatique. Vu la valeur de la biodiversité et son importance pour les générations présentes et futures, il n'était pas possible de ne pas impliquer les jeunes enfants en les sensibilisant envers leur environnement. Et parmi les phénomènes qui influencent la biodiversité, les incendies de forêt, ils modifient le volume de la biomasse ainsi que le cycle de vie des végétaux et des animaux, comme est le cas dans la forêt de Moulay-Slissen de Sidi Bel Abbès, où le pin d'Alep et le pistachier térébinthe sont de moins en moins visibles. Reportage sur place, signé Naïm Al-Walish. C'est parce que les incendies sont intenses et répétés que certaines espèces de la forêt Moulay-Slissen de Bel Abbès sont sévèrement menacées. Il s'agit du pistachier térébinthe et du pin d'Alep, deux espèces qui sont pourtant dans leur milieu le plus adéquat et le plus naturel. Nous sommes devant un sujet de pistachier térébinthe. Donc c'est une espèce qui est très protégée et elle est en voie de disparition. Donc cette espèce, elle a la faculté d'abord dans le feuillage, constitue donc un fourrage idéal pour la faune locale et en même temps, elle est utilisée dans l'industrie pharmaceutique et cosmétique. Le pin, il a son cortège spécifique. Comme on le voit ici, il y a le chêne kermès, le chêne vert et le calicotin. Naguère, le pin d'Alep ainsi que les pistachiers térébinthes couvraient plusieurs hectares de cette forêt intégrale. Aujourd'hui, les deux espèces qui sont particulièrement appréciées pour le fourrage, l'ébénisterie et autres sont de moins en moins visibles, tant il est très difficile à ces arbustes de se repeupler dans un milieu sans cesse incendié. Toutes ces espèces qui sont en voie de disparition, nous comptons donc de les réhabiliter dans leur milieu naturel. D'abord, la réhabilitation, elle se fait par des opérations de repeuplement et ensuite par la conduite sylvicole. C'est-à-dire ce qui est sur place, il faut le préserver. Donc il faut les entretenir pour permettre leur croissance. C'est-à-dire dans des conditions optimisées. Et en même temps, entamer des opérations de densification pour repeupler les poches qui sont vides. Si ces espèces venaient à disparaître, il est clair qu'elles engloutiraient sur leur passage une certaine faune et flore très utiles pour l'environnement et le climat. Le plan des repeuplements des forêts serait donc une excellente nouvelle si celui-ci est suivi d'un autre plan plus offensif, celui-là, contre l'ennemi fatal des forêts, les feux. À Tifariti, en territoire sahraoui libéré, plusieurs participants aux festivités célébrant le 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée ont réitéré leur soutien indéfectible à la cause sahraoui jusqu'à la victoire et l'indépendance. Fatma Zahra Ben Farjela, Bouchra Bali. En marge de la célébration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui, le Conseil national sahraoui a tenu une session ordinaire à Tifariti dans les territoires libérés. Plusieurs délégations de diplomates étrangers et des représentants d'organisations de la société civile algérienne et mauritanienne ont pris part à cette séance parlementaire. C'est une session ordinaire au cours de laquelle le Conseil national compte procéder à la révision d'un certain nombre de lois et également étudier de nouveaux projets de loi. Nous soutenons la cause sahraoui. L'Équateur appuie le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. À cette occasion, le président de la République arabe sahraoui démocratique, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur du Zimbabwe et de l'ambassadrice de la Namibie. J'ai présenté mes lettres de créance au président de la RASD. En tant que pays africain, nous soutenons la cause sahraoui en permanence. La position de la Namibie est claire concernant la question sahraoui. Le peuple sahraoui doit disposer de son droit à l'autodétermination. Nous soutenons ce principe à 100%. Nous souhaitons à travers notre présence ici permettre un règlement pacifique de la question sahraoui. La forte présence des diplomates étrangers à Tifariti témoigne de leur soutien indéfectible à la cause sahraoui jusqu'à la victoire et l'indépendance. Le reste de l'actualité à l'étranger dans ce résumé signé Naïma Haouch.
L'armée israélienne a lancé ce matin de nouvelles frappes sur des positions du mouvement Hamas dans la bande de Gaza, sous prétexte que des Palestiniens se sont introduits en Israël. Hier, un char de l'armée de l'occupation avait tiré sur un poste d'observation à Gaza. 118 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave depuis le 30 mars, date du début des manifestations pacifiques qui réclamaient le droit de retour pour des réfugiés palestiniens. La campagne de vaccination contre le virus Ebola commence en République démocratique du Congo selon l'Organisation mondiale de la santé. Le bilan total de l'épidémie d'Ebola dans le nord-ouest de la RDC à la date du 20 mai est de 27 morts sur 51 cas confirmés ou suspects. Les rivières de lave qui coulent lentement depuis le volcan Kilauea à Hawaï s'approchent d'une usine électrique. Les autorités se pressent de prendre des mesures pour protéger l'installation et éviter de très dangereuses émanations de gaz toxiques. L'explosion dans l'un des cratères du volcan a entraîné un nuage volcanique pouvant atteindre une altitude de 9000 mètres qui dérivait vers le nord-est. Le Kilauea est l'un des volcans les plus actifs du monde et l'un des 5 que compte l'île de Hawaï, la plus grande de l'archipel. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées depuis le début de son éruption le 3 mai. 15. Comment des satellites peuvent-ils voir où peser l'eau sur la planète depuis l'espace en utilisant la gravité? Une fusée de la compagnie spatiale privée SpaceX a été lancée hier avec succès pour mettre en orbite 2 satellites dont la mission consistera à mesurer les changements de l'eau sur Terre pendant les 5 prochaines années. Les satellites prendront le relais de la mission Grace qui, de 2002 à l'an dernier, ont survolé la Terre pour établir une carte mensuelle des changements de volume d'eau. Une prouesse rare vient d'être réalisée en Afghanistan. Un Coran en soie, dont chacune des 610 pages a été peinte à la main. Ses créateurs espèrent qu'elle soutiendra l'art pluriséculaire de la calligraphie. Une équipe de 38 calligraphes et peintres miniaturistes a œuvré pendant près de 2 ans pour créer cette œuvre d'art reliée en cuir et qui pèse plus de 8 kilos. On revient en Algérie avec le lancement de la 4e édition du programme Hadi El-Arwah, une compétition qui réunit les plus belles voix du chant religieux venues des 4 coins du pays. Un programme où les plus belles interprétations de l'Inchad sont en lice pour arracher le titre de la plus belle voix. Nesrine Bessaidi. Dans sa 4e édition, Hadi El-Arwah a réuni les plus belles voix et intonations du chant religieux et spirituel. Venus des 4 coins du pays, plus de 12 jeunes talents en compétition illustreront l'esthétique de l'Inchad pour décrocher le titre de la meilleure interprétation. Cette école nous a permis de faire de belles rencontres. Nous sommes tous frères, nous ne faisons qu'un. C'est le plus important pour nous. À travers ce programme de l'Inchad, nous essaierons de donner le maximum de nous en interprétant des chants religieux et spirituels. Ça va être vraiment très dur de nous départager car les 12 interprètes sont à la hauteur. Le niveau est vraiment haut. La compétition est très rude et les membres du jury intransigeants. Une compétition très rude où les plus belles voix et intonations rivaliseront entre elles devant un jury très difficile à convaincre. Les critères de sélection sont très clairs. Ils se résument en la qualité de la voix et de l'interprétation sur scène. Tous les mardis, les plus belles interprétations de l'Inchad défileront afin d'arracher le titre de la meilleure interprétation du chant religieux. La semaine africaine à l'UNESCO, inaugurée hier mardi au siège de l'organisation en présence du ministre de la Culture, le patrimoine culturel, un bien de l'humanité et le résultat de la source du vivre ensemble, a notamment souligné Azdin Mihoubi. Afaf Belhoujat. C'est l'Afrique dans sa diversité culturelle matérielle et immatérielle que célèbre l'UNESCO dans le cadre de la Journée mondiale de l'Afrique. Cette année, c'est l'Algérie l'invité d'honneur. Une occasion pour Azdin Mihoubi de souligner que le patrimoine culturel est le bien de l'humanité qui se donne le plus à voir, à la fois comme le résultat et la source du vivre ensemble. Le ministre de la Culture qui a annoncé également que les 5 pays du Maghreb se sont accordés pour proposer le couscous à l'inscription par l'UNESCO comme le produit du savoir et savoir-faire millénaire et la source de valeurs et de pratiques en faveur du vivre ensemble dans la paix.
طبعا الجزائر أصبحت اليوم يمكن نقول محور أساسي للاهتمام بالتراث الثقافي في إفريقيا، وتحظى باهتمام كبير على مستوى الإفريقي وعلى مستوى اليونسكو. والجزائر ستحتضن قريبا مركز خاص بالتراث غير المادي، والجزائر أيضا تتابع كل الملفات التي تخص القارة الإفريقية وتدعمها. Je suis très honoré de la présence du ministre algérien. Le Mali et l'Algérie font un travail fantastique depuis 2015 à travers l'accord d'Alger. C'est pour ça que je suis très honoré en tant que président du groupe Afrique et en tant qu'ambassadeur du Mali auprès de l'UNESCO que le parrain soit le ministre algérien de la culture. Une semaine d'exposition et animation riche en sonorités et un large panel de la production de notre continent qui va de l'art vestimentaire, la maroquinerie, la parfumerie, les cosmétiques, la gastronomie et bien d'autres aspects de la création. On voit bien qu'on a un panorama ici d'une diversité et d'une créativité folle, et c'est très important que ça se passe à l'UNESCO, parce que l'UNESCO, c'est ça, c'est le dialogue des cultures, c'est la préservation des cultures et en même temps des cultures qui sont vivantes. Et ce que j'aime vraiment et ce qui me plaît ici, c'est qu'on ait vu aussi beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes qui sont celles qui portent à la fois la tradition, qui transmettent et qui créent. Comme est le cas du stand d'Algérie où la Zorna a résonné dans ce haut lieu de culture. Mais ce sont deux autres instruments qui furent offerts à la fondation Good Planet par le ministre de la Culture, invité par le fondateur Yann Arthus Bertrand. Tous deux attestent de l'ancienneté de notre civilisation, unique comme leur son, à savoir l'Imzad et l'Urbeb. Une ancienneté dont témoigne également la muraille de Caracalla de Tébessa, classée patrimoine national en l'honneur de l'empereur. Caracalla, derrière cette muraille, se trouve un véritable musée à ciel ouvert. Elle encadre l'ancienne ville byzantine. Vous pouvez y découvrir de nombreux vestiges, comme le temple de Minerve ou la basilique, que nous fait découvrir Nejma Harish dans ce reportage. Construite par le général byzantin Salomon, la muraille de Caracalla longe le centre-ville de Tébessa sur 320 mètres. Ses remparts sont percés de 4 portes, dont l'arc de triomphe du côté nord, porte principale de la citadelle byzantine. Un vestige classé patrimoine national en l'honneur à l'empereur Caracalla. L'arc de triomphe de Caracalla porte sur les 4 côtés des inscriptions honorifiques mentionnant les dispositions du testament du préfet de la 14e Légion, Cornelius, et une dédicace à Caracalla datant de l'an 214 après Jésus-Christ. On y trouve également une dédicace au père et à la mère de Caracalla, Julia Domna. Derrière cette muraille romaine se trouve le temple de Minerve, qui conserve à ce jour des outils et des objets datant de la civilisation attérienne, la plus ancienne civilisation. On peut admirer aussi des stèles et des mosaïques récupérées des bains romains, comme celle de Vénus, la fille de Jupiter. C'est la déesse de la beauté et de la fertilité. Ce sarcophage mimosine symbolise aussi la déesse de la mémoire, l'une des femmes de Jupiter. Et vous avez ici 9 déesses, chacun a son nom et chacun a son inspiration. Par exemple, vous avez Clio, c'est la déesse de la comédie. Vous avez Thalia, c'est la déesse de la poétrie. À 600 mètres d'ici se trouve la basilique, un joyau architectural des plus beaux de l'ère romaine. Elle a été bâtie à la fin du IIIe siècle sur plusieurs étapes, suivant les besoins et les ressources de la communauté chrétienne. La basilique s'étend sur une superficie de 3 hectares. Elle se compose de 5 principales ailes, à savoir l'entrée principale, le forum, la salle de prière, la salle interne, ainsi que de 2 chambres principales. Il faut savoir que la wilaya de Tébessa recèle de nombreux vestiges et sites romains. Comme vous l'avez constaté, nous avons donc la muraille byzantine, nous avons l'amphithéâtre romain, nous avons la basilique et nous avons pas moins de 2300, 2200 sites archéologiques au niveau et éparpillés au niveau du territoire de la wilaya. On vient de terminer l'étude relative à la remise en valeur de la basilique. L'étude également de la remise en valeur de l'amphithéâtre romain est en cours de finalisation. Donc nous comptons beaucoup sur ce secteur de la culture via tout ce que nous avons comme patrimoine archéologique pour pouvoir promouvoir le tourisme culturel au niveau de notre wilaya. Promouvoir le tourisme à Tébessa est devenu une priorité, d'où l'organisation de ce séminaire international qui rassemble tous les professionnels du secteur en vue d'établir une nouvelle stratégie. Nous avons également des investissements en matière de tourisme, en matière de
d'hôtels, en matière d'infrastructures touristiques au niveau de notre wilaya. Donc nous avons validé pas moins de 65 projets en matière d'investissement touristique. Actuellement, nous avons donc 6 projets qui sont en cours de concrétisation et nous avons délivré également 13 permis de construire pour les encourager à concrétiser leurs investissements au niveau de wilaya. La ville romaine de Téveste, héritière de nombreuses civilisations, se tourne aujourd'hui vers la modernité pour charmer encore plus de visiteurs et de touristes en vue de donner une nouvelle dynamique à l'histoire de la ville et à sa diversité culturelle. Puis le Bastion 23 qui ne cessera de charmer les visiteurs. Il s'agit de l'un des monuments historiques les plus connus du centre-ville d'Alger, construit aux environs du XVIe siècle pour renforcer les capacités de défense de la basse Médina. Siham Kenouchi, notre guide ce matin. Une bâtisse imposante au cœur d'Alger. Une architecture à la turque, des murs qui embrassent la mer et embrasent la mémoire. Le Bastion 23, Oqsar Ries. Bien que l'appellation est plutôt récente, la bâtisse, elle, qui s'étend sur 4000 m², est là depuis le XVIe siècle, quand le Dey Ramadan décide de construire un fort à la base Kasbah. Déjà en 1887, le monument était classé. Cela fut reconduit dans la liste du patrimoine historique national en 1967. À l'intérieur, 3 palais et 6 petites maisons, dites maisons des pêcheurs. Elles nous accueillent, nous ouvrent les portes de l'histoire. La bâtisse a été amputée de sa matrice, la Kasbah d'Alger, en 1930. Désormais, un boulevard les sépare, ainsi qu'une placette. Après l'indépendance, l'édifice a été habité par des gens. Un peu oublié, livré à lui-même, tout le monde croyait sa fin proche. Après l'indépendance, il était pratiquement squatté par les habitants d'Alger. Et comme ça se dégradait au fur et à mesure du temps, l'État à un moment a voulu carrément démolir cette partie qui faisait un peu tâche quand il y avait la réhabilitation de la ville. Et vers la fin des années 80, la société civile n'a pas voulu que ce patrimoine disparaisse et l'État a décidé de le rénover tant bien que mal. Pendant 4-5 ans de rénovation, on a essayé de le mettre en fonction et donner cet espace à la culture. Tel un phénix, le Bastion 23 renaît de ses cendres. Après la rénovation, le monument est classé monument universel en 1992. Il devient incontournable, un bijou, une fierté. Fin de l'édition, merci de votre attention. Vous pouvez toujours nous retrouver sur le site de la chaîne ainsi que sur YouTube et Facebook. La météo tout de suite avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Nadia Madassi à 18h. Excellente suite de programme sur notre chaîne.